RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous. On ne va pas se raconter d'histoire pendant 1 heure avec un invité qui s'apprête à prendre une retraite bien méritée au terme d'une très riche carrière pendant plus de 4 décennies, parfois au croisement de la santé et la politique. Vous nous direz si vous acceptez le raccourci. L'établissement qu'il dirige va perdre un patron respecté et apprécié fin mai. Bonjour Bernard Dupont. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais bien, je vous remercie. On va pas se raconter d'histoire sur RCN. Bon, sans surprise, j'ai beaucoup de questions à vous poser. La santé, vous la connaissez mieux que quiconque. Elle est une des principales préoccupations des Français. Paradoxalement, pourtant, elle demeure un thème, semble-t-il, très marginalisé, très marginal dans la campagne présidentielle actuelle. Mais vous avez près de 50 ans de carrière dans ce domaine, ce qui vous donne toute légitimité pour évoquer les évolutions, les blocages et les attentes. Une carrière particulièrement riche, disais-je, que l'on va d'abord soumettre au scalpel avant d'aborder plus directement l'actualité. Vous avez commencé, ce qui se sait peu, mais quand ça se sait, ça participe de votre légende, si j'ose dire, comme agent de service hospitalier à Argenteuil dans le Val d'Oise. C'était en 1973. Puis dans la foulée, vous devenez élève infirmier, puis infirmier, pendant une dizaine d'années, avant de réussir le concours d'entrée à l'École nationale de la santé publique. Vous intégrez à la sortie de cette école les directions d'hôpital, principalement dans le Val d'Oise dans un premier temps. Vous allez aussi passer quelques mois à Bastia en soutien à la direction, puis vous bifurquez, vous me direz si vous acceptez justement le terme, vers la politique où vous croisez au croisement, vous êtes situé au croisement de la politique et de la santé, auprès de Dominique Gillot, secrétaire d'État aux personnes âgées, puis de Paulette Guinchard en 2001 sous le gouvernement Jospin. Une toute petite année avant de devenir directeur du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges, où vous retrouvez votre Lorraine natale, et vous restez près de 5 ans à Saint-Dié, où vous créez la communauté hospitalière de la Déodacie, afin de maintenir ou de tenter de maintenir une offre hospitalière de proximité. On reviendra évidemment sur le sujet, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui de déserts médicaux. Vous mettez le cap encore un peu plus à l'est, comme directeur adjoint du CHR Metz-Thionville, avant de virer complètement à l'ouest en 2008, à la tête de l'hôpital universitaire de Brest, où le breton d'adoption que vous êtes devenu s'est pris d'affection pour l'île d'Ouessant. Et vous pensiez bien terminer votre carrière et rester près de Ouessant, mais parfois les circonstances en décident autrement et l'appel du large devient continental, qu'on va dire, puisque vous êtes sollicité pour prendre la direction du CHRU de Nancy en mars 2013, ce qui n'est pas forcément un cadeau. L'établissement est alors fortement endetté. Des investissements risqués dans leurs modalités ont été opérés, notamment avec le principe du partenariat public-privé, dont on sait maintenant qu'il coûte beaucoup plus cher que les processus classiques. Vous êtes attendu à la fois en démineur et en gestionnaire. Vous nous direz si c'est forcément compatible. Depuis, le climat social au CHRU s'est apaisé. Les financements les budgets se sont redressés, même si ce n'est pas forcément le paradis aujourd'hui, vous nous le direz. Vous êtes parvenu à rétablir un climat de confiance entre la direction et les médecins. C'était pas gagné et c'est pas toujours le cas dans les hôpitaux. Vous êtes parvenu aussi à gérer dans des circonstances politiques et sanitaires compliquées le fameux Copermo, on va dire la modernisation hospitalière. Et un médecin me confiait récemment, un médecin qui a de nombreuses années de présence au CHU, me confiait il y a quelques semaines, et c'est quelqu'un qui a à avoir de compliments, que vous étiez sans doute l'un des meilleurs directeurs pour le CHU, que le CHU n'ait jamais eu. Le CHU est classé aujourd'hui parmi les 10 meilleurs centres hospitaliers universitaires de France. De quoi partir serein en retraite avec le sentiment du devoir accompli ? On peut dire qu'un beau travail a été fait collectivement.
Je crois que le mot collectif me paraît important. Les personnes, les individus sont évidemment majeurs dans toute vie humaine, mais je trouve que dans une institution comme le CHU, le collectif est important, les équipes, vous l'avez cité, la collaboration avec les médecins, avec les représentants du personnel, avec les cadres. Je crois que je suis très, très sensible à ce que soit très collectif y compris surtout sur les compliments. Donc, le sens du dialogue, des explications. Oui, et puis le propre d'un directeur d'hôpital, alors on peut trouver plusieurs comparaisons. C'est plutôt tantôt le chef d'orchestre, tantôt le capitaine d'équipe de foot. Vous voyez, c'est plutôt en capacité de fédérer, d'entraîner. Est-ce que vous avez le sentiment, comme directeur d'hôpital, d'être placé parfois entre le marteau et l'enclume, puisque vous êtes clairement nommé par le ministre de la Santé, mais vous avez un patron local maintenant, un président de conseil de surveillance, qui est le maire de la principale ville ou le patron de la principale agglomération. Comment on fait quelle est la marge de manœuvre? Comment on fait pour naviguer entre les deux, là, honnêtement, quand ils ne sont pas du même bord politique? J'ai connu 3 maires à Nancy. Et puis, dans ma carrière, j'ai eu des maires de tout le panel politique, d'une gauche bien gauche à une droite bien droite. Et le maire, il est plutôt là comme le représentant de sa population, finalement. Il exprime les besoins que la population a d'avoir un accès à la santé, un accès à l'hôpital. Est-ce qu'il peut vous reprocher de ne pas être suffisamment à l'écoute? Et en même temps, le ministre vous dit vous n'êtes trop à l'écoute de votre élu. Mais je dirais que plus les temps passaient, et plus les directeurs d'hôpitaux sont devenus coincé quelque part entre l'administration centrale, le ministère, et puis ceux qui sont au travail sur les soins concrètement, parce que finalement on va à l'hôpital plutôt pour se faire soigner par des médecins ou des soignants que par le directeur. En général, c'est plutôt ça. Et quelque part, la nécessité de faire tourner une boutique, de rendre un travail de qualité en termes de soins, et puis des contraintes économiques le plus souvent, il faut bien reconnaître, plus que réglementaires ou politiques, qui sont porté par maintenant les agences régionales de santé. Avant, ça a été les ARH, on a connu d'autres structurations. Et c'est plutôt entre cette administration centrale et les effecteurs de soins, quelque part, que le directeur est coincé, plutôt qu'avec les présidents de conseil d'administration, de conseil de surveillance maintenant, que sont les maires, avec lequel il y a plutôt une forme de partenariat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir une marge de manœuvre un peu plus large depuis la réforme qui est censée donner un peu plus de pouvoir aux directeurs d'hôpitaux? Ou si, sur votre carrière, vous sentez que ça c'est plutôt l'évolution a plutôt été plus nuancée, voire négative? Moi, je trouve que les tensions budgétaires, en particulier, ont réduit la marge de manœuvre des directeurs. Des représentants médicaux, notamment, ont parfois tendance à dire avant, les médecins avaient plus de place, etc. J'ai connu l'avant, et j'ai pas toujours été directeur d'hôpital, et je trouve que ça fait finalement pas tant changer que ça. Il y a des réformes, enfin les ministres font des réformes, bien sûr, mais concrètement, sur le terrain, c'est surtout la bonne entente entre les individus qui permet d'avancer. Ça me paraît vraiment tout important. On va pas noyer les auditeurs dans les chiffres, mais pour rappeler quelques chiffres, quel est le budget du CHU, quels sont les effectifs et combien de personnes le CHU reçoit chaque année? Le CHU a un budget de l'ordre de 860 millions d'euros, ce qui fait, en termes de chiffre d'affaires, une des plus grosses entreprises de la région. C'est assez classique. C'est aussi le plus gros employeur de Lorraine, comme c'est aussi assez fréquent, avec... la façon de compter peut différer si on compte les individus ou l'équivalent en temps plein, mais on est entre 8 000 équivalents temps plein et 12 000, 13 000 fiches de paye. Donc ça représente sur une région comme la Lorraine, effectivement, en particulier sur le bassin de Nancy, qui est le sud de la Lorraine, un employeur très important et un acteur économique très important. On oublie parfois cet aspect. Donc, forcément écouté et entendu. Ça peut être variable, on va dire, mais souvent, y compris d'ailleurs les élus, voient dans l'hôpital celui qui rend des services de santé, sans en envisager l'aspect économique, les retours économiques sur leur région, sur leur commune, etc. Bon. Je dois dire que vous avez évoqué les maires avec lesquels j'ai pu travailler, y compris sur Nancy. J'ai trouvé entre André Rossineau, Laurent Hénard et maintenant Mathieu Klein des interlocuteurs à la fois de très haut niveau. Je trouve que c'est une chance pour Nancy d'avoir des maires de ce niveau et des gens qui percevaient très finement les réalités de la vie hospitalière, sans préoccupant, sans être intrusif.
considérant que chacun a son rôle. Et je trouve que ça a été vraiment... j'ai vraiment eu avec ces 3 maires des relations très positives, très pragmatiques aussi. Enfin, je trouve que... Et combien de patients fréquentent le CHU? On est sur 350 000 entrées et consultations par an. Ce qui représente d'ailleurs par rapport à la population... Vous comptez l'hospitalisation, compris et l'ambulatoire. Oui, l'ambulatoire. Ce qui est important. Mais vous citiez le classement du CHU. Alors, les classements valent parfois pas grand-chose et parfois sont quand même significatifs. Le CHU de Nancy est le 4e classement chez votre confrère Dupoint, qui fait un peu référence quand même au 4e au classement. 4e, 5e, ça dépend des années. Mais donc on voit bien dans le tout premier établissement au niveau national, en termes de qualité de prise en charge, là c'est vraiment la qualité qui est visée. Et ça, je crois que c'est un élément important pour la population. Ça témoigne de la confiance qu'ils peuvent faire à l'établissement et aux équipes médicales et soignantes. C'est le 10e en volume de recherche. J'insiste sur la recherche parce qu'on oublie parfois qu'un CHU, c'est bien sûr un établissement de soins, mais c'est au moins autant un établissement de recherche et d'enseignement. Et le CHU de Nancy est classé comme le 10e en termes de volume de recherche et d'innovation au niveau national, ce qui est quand même un élément important. En volume financier, en volume d'activité, selon l'indicateur qu'on prend, c'est 10e, 11e, donc on voit bien les chiffres. Donc ça fait partie des plus gros établissements de France. Et à ce titre, il est aussi particulièrement regardé. Donc justement, puisque vous parlez de recherche, c'est très important pour un hôpital de pouvoir adosser à la recherche, de pouvoir compter sur des chercheurs qui innovent et des professionnels, dont c'est aussi le métier de pratiquer leur spécialité, mais aussi de faire de la recherche et de l'enseignement. Comment vous comprenez, comment vous analysez le fait que, par exemple, le CHR de Metz, qui n'est pas dans ce cas-là, freine des pieds pour être universitarisé? Alors, moi, pour que les choses soient dites, je pense qu'il faut universitariser le CHR Metz-Thionville. Pour avoir été DG de CHU à Brest et à Nancy, qui sont des CHU qui n'ont pas été créés à la même époque, il y a pratiquement 30 ans de différence, 20 ans de différence entre la création de la mise en place du CHU de Nancy et puis 20 ans plus tard celui de Brest. Je mesure le temps qu'il faut pour qu'un CHU devienne pleinement CHU, c'est-à-dire qu'il rende ce qu'on attend de lui en matière de niveau de prise en charge, de qualité de recherche, et quelle est l'importance qu'il y a à essayer de gagner des étapes. C'est pourquoi, dès mon arrivée ici en 2013, j'ai milité pour que le CHR devienne U. Bon. En tout cas, qu'on universitarise Metz-Thionville. Non pas ça signifie un rapprochement entre Metz et Nancy, mais qui n'est pas forcément bien vécu à Metz. Les Messins ne sont pas unanimes sur ce sujet, mais ceux qui militent pour que pour universitaire le CHR de Metz, l'imagine souvent, on change d'étiquette et les professeurs viendront. En fait, c'est pas comme ça que les choses se passent. Lorsque la constitution d'une équipe fait le parcours d'un médecin qui devient hospital universitaire, il y a quelque chose qui se déroule sur plusieurs décennies parfois. Ils deviennent médecins, ils ont autour de 30 ans, mettons, et ils deviennent professeurs, ils ont 45, voire au-delà. Et parce qu'en fait, c'est un cheminant, un vrai parcours du combattant. Ce qui fait qu'un médecin, un hôpital universitaire choisit d'être à un endroit plutôt qu'à un autre, dans un marché donc il faut imaginer international. Vous avez des hôpitaux universitaires français qui vont aux États-Unis, qui vont en Australie, dans plein de pays du monde, et inversement, vous avez des Américains, des Australiens, des Canadiens qui viennent en France. Le marché est international. Ils viennent à un endroit parce qu'ils ont un environnement hospital universitaire qui va permettre à un chirurgien de coopérer avec des endocrinologues, des immunothérapeutes, des radiologues, etc. Et eux-mêmes universitaires. Donc on ne décrète pas qu'un endroit devient U parce que le ministre, parce que décision de ce genre est prise. Donc ça prend des années là. Donc, si on veut, et ça c'est un point de vue que je défends depuis toujours, si on veut universitariser Metz-Thionville, il faut tenir compte de ça. Ça ne sera pas la décision du maire de Metz ou du maire de Thionville ou du ministre de la Santé du moment. Si on veut vraiment avoir pas uniquement pour son ego, mais parce que ça devienne un CHU, il faut tenir compte de ça. Et donc, la proposition que j'ai faite dès 2013, c'est de dire, il y a un CHU à Nancy qui est un gros CHU, il y a un établissement qui est le CHR qui est un bel établissement.
Je le connais d'autant plus je le lis souvent. C'est moi qui ai signé le marché de travaux de construction de Mercy. Donc je connais bien le CHR et c'est un bel établissement. Il y a des bonnes équipes, mais c'est pas un établissement actuellement hospitalo-universitaire. Donc si on veut que ça le devienne, il faut par osmose faire en sorte que des Nancéens prennent en charge l'aspect hospitalo-universitaire de Metz, Thionville. Qu'à Metz-Thionville, faut que ça vienne du terrain, quoi. Que des jeunes médecins de Metz-Thionville se disent je pourrais moi aussi avoir une carrière universitaire dans des équipes qui peuvent être bicites. Enfin, c'est un travail de longue haleine qui nécessite forcément une entente, vraiment une synergie des gouvernances de Metz, enfin du CHR et du CHR. On va dire que ça fait quasiment 10 ans, donc vous l'avez proposé, ça n'avance pas vite, quoi. On sent plutôt des freins. Lent. Alors maintenant, il y a quand même des équipes qui sont partantes. Je pense à l'hématologie, je pense à la cardiologie, je pense au service d'urgence pour avancer. Et je pense que ça c'est intéressant parce que ça ne marchera que si les professionnels, les médecins, parce que là on parle surtout des médecins, discipline par discipline, des deux côtés, sont d'accord pour y aller. Et il y a quand même quelques équipes qui sont d'accord pour y aller. La question qui est posée aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fluidifie, comment est-ce qu'on facilite leur démarche. Et je pense que là, les débats ou les prises de parole publiques doivent céder la place à la volonté des équipes d'y aller. Et il y en a qui veulent y aller, il faut les y aider. Et ça peut être une des clés pour renforcer l'attractivité des établissements. Vous me disiez juste avant qu'on commence l'émission que l'hôpital public connaissait, et c'était pas une surprise, des problèmes de recrutement quand même. Moi je pense que ça peut permettre une attractivité dans la mesure où ça permettra de multiplier les endroits où on fait de la recherche, où on fait de l'enseignement, et ça c'est quelque chose qui est apprécié par les jeunes médecins notamment. Hein. Et ça permettra donc de renforcer ça. Ça permet aussi ce faisant, d'améliorer l'offre de soins à la population du nord de la Lorraine, qui est d'ailleurs une population avec une démographie qui est plutôt positive par rapport au sud de la Lorraine. Ça permet à partir d'une réalité de qualité de soins ou de niveau de prise en charge, mais qui là aussi ne peut se faire que progressivement et ne se décrète pas. Si on vient aux effectifs médicaux là, du CHU, combien de médecins un diplôme étranger? Le diplôme étranger, dans un CHU comme celui de Nancy, vous n'avez pas une grosse proportion. C'est l'ordre de 3% de diplômes étrangers. Sur un effectif médical, je parle des médecins seniors, je ne parle pas des internes, hein, qui est autour de 800. Hein, donc, on peut dire qu'on n'a pas un grand nombre de médecins à diplôme étranger, au sens où on entend les diplômes étrangers. On vient de recruter un cardiologue, un professeur de cardiologie suédois. Bon, certes, il a un diplôme étranger, mais enfin, on voit bien que c'est pas forcément à ces médecins-là qu'on pense. Bon, les événements malheureux, dramatiques d'Ukraine peuvent nous amener à recruter quelques médecins ukrainiens, peut-être temporairement d'ailleurs, c'est ce qu'on peut leur souhaiter. Bon. Par contre, on voit bien que les médecins à diplôme étranger, notamment ce qu'on appelle les PADU dans le jargon, qui sont des médecins à diplôme hors Union européenne, sont parfois très nombreux dans des hôpitaux de plus petite taille. Et notamment, pour ce qui nous concerne, sur le sud de la Lorraine, dans le département des Vosges. Et ce qui permet d'offrir encore ça permet de maintenir une hospitalisation, mais une offre de soins de proximité. À la fois de façon extrêmement fragile et avec des qualités qui sont variables. Alors, l'inconvénient de ces médecins, c'est que d'abord, leur statut personnel est parfois précaire, mais aussi que par définition, n'ayant pas été formés dans la région, leurs relations avec les établissements de recours sont pas si simples. J'ai en tête un établissement dont j'étais directeur, donc vous parliez de Saint-Dié. Il y avait des médecins anesthésistes venus des pays de l'Est qui savaient endormir des malades et les réveiller. Il n'y a pas de problème de qualité. Hein. Par contre, lorsqu'ils avaient des malades trop lourds, leurs relations avec les équipes du CHU sont moins fluides parce qu'elles ne les connaissent pas, tout simplement. Et puis que la relation entre des équipes médicales, ça passe beaucoup par la confiance entre les professionnels. Quand les gens ne se connaissent pas, la confiance, elle n'est pas au rendez-vous. Donc ça, c'est quand même une difficulté. Par ailleurs, dans des médecins à diplôme étranger, vous avez parfois des médecins qui ont des problèmes de langue, des niveaux de compétences, des façons de faire qui sont différentes. C'est pas si simple. Hein. Et derrière, ça renvoie à toute la problématique de la démographie médicale, puisque
on voit bien qu'on a ce qu'on appelle les déserts médicaux. Hein. Oui, donc, les déserts médicaux, on a inventé, pour rester en proximité, les groupements hospitaliers de territoire. Moi, j'y crois. Je sais que vous y croyez, mais derrière, s'il n'y a pas le personnel, c'est quand même un peu compliqué. Mais en même temps, je dis pas que face à la difficulté, vous mettez plusieurs que tout seul, mais c'est un peu ça. Je vais vous prendre un exemple qui est les médecins anesthésistes. Discipline qui est en situation de pénurie démographique dans toute la France. Hein. Oui, depuis des années. Hein. Depuis des années. Alors même qu'on a de plus en plus recours à l'anesthésie pour beaucoup d'actes qu'avant, où on faisait peut-être moins attention aux aspects de douleur ou de confort des patients, qu'on faisait sans anesthésie. Je vais prendre l'exemple le plus classique que tout le monde connaît, qui est l'accouchement. Dorénavant, comme un très grand nombre d'accouchements, c'est quasiment la quasi-totalité des accouchements sont faits avec des péridurales, voire des anesthésies générales. Tout le monde sait qu'il y a un siècle, c'était pas le cas. Bon. Donc, c'est un réel progrès. Sauf que du coup, ça nécessite des anesthésistes qu'on n'a pas forcément. Et le fait d'avoir des équipes de territoire permet de pallier des déficits ponctuels, de fluidifier, etc. C'est pas la solution à tout, hein, c'est clair. Mais ça permet de... Bon. Après, le groupement hospitalier de territoire, ça permet aussi parfois d'éviter des transports de patients sur le centre, l'hôpital support, sur Nancy, ici, alors que les malades habitent, je sais pas, Toul, Lunéville, Saint-Dié ou Neuchâteau. Hein. Et ça, c'est quand même plutôt bien. Et ça permet en même temps de maintenir sur cet établissement une activité. Donc, on a, je pense à l'endoscopie, la gastroentérologie. Eh bien, on a des gastroentérologues du CHU qui interviennent sur ces différents établissements. C'est vrai aussi sur certaines disciplines chirurgicales. C'est vrai aussi en hématologie. Et aujourd'hui, les médecins du CHU sont moins réactifs à intervenir dans des petits hôpitaux, entre guillemets. Alors, l'appétence des médecins du CHU varie. Il y a des phénomènes de génération aussi qui interviennent, ou de spécialité. Je prends l'exemple de la néphrologie, j'aurais pu prendre l'hémato. Historiquement, les néphrologues, c'est peut-être aussi l'époque Curie, ont eu l'habitude de faire des consultations, ce qu'on appelle des consultations avancées, à Verdun, Sarreguemines, Bar-le-Duc, On sent que les générations les plus récentes, qui sont peut-être plus sensibles à la qualité de la vie, à leur qualité de vie professionnelle, personnelle, sont plus rétifs à courir les routes. Bon, et puis, il faut bien reconnaître que, les contreparties qu'on est capable de leur donner sont peut-être pas toujours celles qu'ils attendraient. Donc, c'est pas si simple. Mais pour autant, ils apprécient aussi souvent d'être l'accueil dont ils bénéficient dans ces établissements de proximité, où les choses sont par la petite taille des établissements, parfois plus facile que dans le gros CHU qui a des effets de taille. Quoi. En termes d'effectifs, quels sont les secteurs les plus déficitaires ? Est-ce que vous continuez aujourd'hui, après le Covid, à déprogrammer un certain nombre d'opérations faute de personnel ? Alors, ça dépend. Plus que des secteurs, je dirais des métiers. Vous avez tous les métiers de l'anesthésie, médecins comme infirmiers, qui sont en tension, d'ailleurs. Pas spécifiquement au CHU de Nancy, c'est national, c'est public et privé. Enfin, vraiment, quand on évoque ces sujets avec mes collègues de Pasteur, par exemple, sur Nancy, ou du groupe Elsan chez Gentilly, ils ont les mêmes difficultés que nous, voire même 2 fois pire. Donc, la situation est assez, malheureusement, homogène, mais par contre, la différenciation, c'est plus donc par discipline ou métier, les métiers de l'anesthésie, quelque part des métiers de la radiologie, médecin radiologue comme manipulateur en électroradiologie, surtout médecin. Mais c'est vrai aussi pour les infirmières de bloc opératoire. On sent que c'est assez tendu. Et puis, vous avez après des disciplines comme les pédiatres. Enfin, oui. Et la difficulté, du coup, c'est d'arriver à continuer à maintenir un niveau de soins dans des délais les plus raisonnables possibles, ce qui amène parfois à des acrobaties et à travailler sur sur les délais, sur une espèce de hiérarchisation de l'urgence, sachant que quelque chose qui n'est pas urgent à un moment donné peut le devenir. On a bien connu ça avec la crise Covid. Je prenais des exemples, là encore, ce sera peut-être plus parlant. Quelqu'un qui a un problème d'arthrose, de jambes, de genoux, ou de hanches,
c'est pas en soi une urgence. Il n'y a pas de pronostic vital de court terme, mais pas en cause. Par contre, si vous le faites attendre 2 ans, c'est quelqu'un qui va perdre de la mobilité, qui va donc peut-être développer une nouvelle pathologie. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore sorti de la crise non, Covid. On n'est pas sorti de la crise, clairement. Et ça constate. En termes de malades Covid, pour préciser les choses, combien de personnes sont encore hospitalisées en soins critiques venant pour le Covid, on tourne autour d'une vingtaine. Ce qui est peu par rapport à ce qu'on a connu, honnêtement. Mais qui sont généralement des personnes non vaccinées, âgées, non vaccinées. Plutôt non vaccinées. Les gens qui sont vaccinés peuvent faire le Covid, on en connaît plein, mais par contre, ils sont rarement hospitalisés. Ils chauffent un peu, ils prennent du Doliprane, enfin, vous voyez, enfin bon. Mais par contre, les gens qui viennent pour une hospitalisation, soit c'est des gens qui n'ont pas été vaccinés, soit c'est des gens qui, par ailleurs, avaient des pathologies qui les exposaient Donc plus. vous êtes encore obligé de bloquer un certain nombre de lits. Mais les patients Covid pèsent sur l'hôpital, bien sûr, mais on est beaucoup plus gêné par les déficits en ressources humaines, notamment en personnel infirmier. C'est clair. Et là, la difficulté, c'est que on se rend compte, et ça a été évoqué dans plein de médias et dans plein d'endroits, que on a beaucoup de volontaires s'inscrivent via Parcoursup, ça c'est d'actualité, dans les instituts de formation soins infirmiers, les écoles d'infirmières, qui s'inscrivent, qui commencent et qui abandonnent assez vite. Alors, parfois même qui vont jusqu'au diplôme, mais qui par contre ne prennent pas de poste ensuite. Et ça, c'est quand même un phénomène assez nouveau. Il y a toujours eu des abandons, mais jamais dans des telles proportions. Et que vous expliquez de quelle manière? Je pense qu'il y a une image du métier une attente de ceux qui s'engagent dans les études infirmières et qui ne retrouvent pas lorsqu'ils dans leur premier stage. C'est un métier qui est dur. C'est un métier qui est dur. Faut vraiment éviter d'avoir une image de bisounours des relations professionnelles à l'hôpital. L'hôpital est un endroit où les relations entre les professionnels ne sont pas si simples que ça, parfois même assez raides, j'ai presque dire violentes parfois, et ça, les gens s'y attendent pas forcément. Donc, il y a ça, y compris au sein des équipes, c'est pas toujours simple. Donc, et dans les relations avec les patients non plus, on entend de temps en temps des témoignages de médecins qui se font plus agressés qu'auparavant par les patients. Ou qui sont plus exigeants. Les patients sont plus exigeants. Ou qui arrivent après avoir eu Internet et qui posent le diagnostic au médecin. Il y a ça aussi. Mais même des médecins qui ne sont pas forcément prêts à accueillir ce genre de... Les relations entre les soignants, dont les médecins, et les patients se sont durcies, je vais dire, au fil du temps. Alors, il y a peut-être aussi, à juste titre, une revendication des patients d'être respectés comme une personne et de pouvoir se faire entendre. Oui. Ce qui n'était peut-être pas toujours le cas auparavant. Est-ce qu'il y a eu des efforts de communication ou d'explication? Il y a eu des efforts, mais on voit bien aussi que on a parfois des patients qui peuvent être relativement revendicatifs, voire violents vis-à-vis des médecins ou des infirmiers, peut-être plus qu'auparavant. Ça, c'est aussi un phénomène auquel parfois les donc qui pèsent sur les choix des jeunes qui peuvent peser. Mais ce qu'on voit aussi, si vous voulez, là je vais peut-être aussi insister là-dessus, on a finalement assez peu de départs de professionnels en poste. En tout cas, on n'a pas plus aujourd'hui de départs de professionnels en poste qu'on en avait en 2018 ou 2019, donc avant la crise Covid. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est qu'on a beaucoup de mal à recruter. Et quand je dis nous, c'est le CHU. Vous avez vu qu'on a fait une campagne de presse pour dire on recrute. Mais c'est aussi les cliniques, c'est aussi les autres hôpitaux. Donc c'est tout le monde. Ce qui des fois fait poser une question, mais que sont devenus ces professionnels? Et on apprend un peu par les relations, par les discussions, que vous avez des professionnels qui ont voté jusqu'au diplôme, puis qui immédiatement après ont basculé sur d'autres études, sur autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas en toile de fond un peu cette petite musique concernant le nombre de lits qui ont été fermés, les hôpitaux? On dit il n'y a plus de perspective. Il y a beaucoup de lits fermés pour favoriser l'ambulatoire. J'ai posé la question brutalement, est-ce qu'on n'a pas fermé trop de lits finalement? Moi je considère qu'à un moment donné, la barre a été tordue trop loin. J'ai eu l'occasion de le dire de différentes occasions, parfois publiquement, parfois moins. Ça a pu provoquer d'ailleurs quelques turbulences. Comment dire, le critère de gestion des hôpitaux depuis une quinzaine d'années est devenu de moins en moins la qualité des soins et de plus en plus la qualité du compte budgétaire. Donc, est-ce que c'est lié à la tarification à l'acte oui, ça peut, mais la fameuse T2A qui est aujourd'hui décriée après avoir été encensée. La T2A, moi j'ai connu
Je me souviens d'avoir vu arriver Marisol Touraine, donc c'était en 2012, comme nouvelle ministre de la Santé, disant bon, on va supprimer la T2A. Marisol Touraine est partie, la T2A était toujours là. Et puis, je ne sais pas ce qu'il en sera pour la suite, mais bon, je sais qu'Olivier Véran, avant qu'il ne soit ministre de la Santé, il n'y était pas favorable. Alors, à sa décharge, Olivier Véran, il est devenu ministre de la Santé en plein la crise Covid, il ne peut pas tout faire à la fois. Hein. Bon. Mais la T2A, c'est finalement un mode de répartition d'une enveloppe. Donc, quelque part, faut bien trouver un mode. Il y a tous les modes de répartition auront des défauts. C'est pas forcément un anti-T2A, même si je pense qu'on a été sans doute trop loin dans le système. Mais après, c'est un peu de la technique, je vous épargne ça. Donc on a fermé trop de lits, d'où la difficulté pour gérer la crise Covid. Ce qui a été un élément majeur, c'est un truc que les comptables connaissent comme étant le taux de marge brute de l'établissement. Quelque part, ça ressemble un peu au bénéfice, c'est vraiment de la comptabilité. Et donc, sur des éléments, ça veut dire qu'on a durablement considéré que le bon fonctionnement de l'établissement tenait beaucoup à son compte de résultats, ses résultats financiers. C'est-à-dire qu'un établissement, fut-il public, devait être rentable. Ouais, c'est pas le mot rentable qui est utilisé, mais on serait toujours avec des résultats financiers, un taux de marge brute de 8%, c'est le chiffre qui était fixé, qui était l'objectif pour tout le monde, et qui nécessite, indépendamment de la situation locale, et qui nécessitait pour y arriver de comprimer un maximum les charges. Et donc dans les charges, vous avez quoi ? Vous avez le personnel, et le personnel, vous retrouvez les lits. Hein. Donc on a supprimé de ce fait. Je pense, de façon exagérée, à la fois des lits et des professionnels. Alors, il y a deux volets. On supprime le lit, donc on n'a plus besoin de personnel pour s'en occuper. Ou on transforme la prise en charge en hospitalisation ambulatoire, ce qui parfois est tout à fait fondé. Hein. Je pense qu'il faut continuer à faire l'ambulatoire. Fortement poussé avec des risques. On a peut-être été à l'excès sur ces sujets-là. Et ou tout au moins, on a considéré que l'ambulatoire allait remplacer pile poil l'hospitalisation complète. Et là, de ce fait, je pense qu'on a été trop loin, à la fois sur les suppressions de lits et sur les suppressions d'emplois qui vont avec. 11h midi sur RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Nous retrouvons Bernard Dupont, directeur général du CHRU de Nancy, où nous évoquions il y a un instant les difficultés budgétaires qu'elle est confrontée, l'hôpital auxquels sont confrontés les hôpitaux, d'une façon générale en France. Donc, ce qui nous renvoie à la question sur la marge manœuvre d'un directeur d'hôpital, qui soulignait la bonne qualité de ses relations avec les élus, parfois un peu plus difficile avec la technocratie médicale. J'ai nommé l'Agence régionale de santé, auparavant Agence régionale d'hospitalisation. Je me suis laissé dire, vous n'aviez pas versé une larme quand Christophe Lannelongue avait été démis de ses fonctions de DG de l'ARS Grand Est en avril 2000, après avoir affirmé qu'il n'allait pas changer la trajectoire du fameux Copernos, qui allait entraîner à terme la suppression à peu près de 1000 postes au CHU. Vous aviez des relations difficiles, hein ? Oui, les relations ont pu être tendues. Alors, c'est vrai que les rôles des ARS, en général, n'est pas simple. Hein. Elles ont à appliquer sur le terrain des décisions qui leur viennent de l'administration centrale. L'actualité d'avant le premier tour des présidentielles a beaucoup porté sur le rôle des cabinets de conseil. Société, donc avec ce qui a été évoqué sur McKinsey, mais aussi quelques autres. Et c'est vrai que depuis quelques années, c'est peut-être accéléré dans la dernière période, on a vu apparaître dans le monde de la santé des cabinets de conseil sur des fonctions qui n'étaient pas les leurs jusqu'alors. Je reviendrai sur les ARS, ne vous inquiétez pas. Oui, mais à la demande des ARS Souvent à la demande des ARS. Pourquoi il n'y a pas les compétences Mais les ARS, on est passé d'une administration, si on fait dans les 15 dernières années, si vous voulez, l'administration de la santé qui était les DAS, qui était raccrochée au préfet, un système qui est sans doute vécu, que je ne regrette pas forcément, mais avec des corps de professionnels très issus de la santé, formés pour ça, connaissant bien les établissements qui étaient dans leur ressort. À des administrations qui est apparue à beaucoup plus éloignées, et avec derrière, et c'est pas aux ARS qu'on peut en faire grief, mais des critères de gestion extrêmement liés aux finances. On peut peut-être rappeler, au titre de la défense des ARH, puis des ARS, à l'origine, l'idée pouvait paraître assez séduisante, c'était de construire une sorte, pas de mur, mais au moins de filtre entre les élus et les hôpitaux, pour éviter les pressions locales qui étaient fortes auparavant. Moi, d'une part, je n'ai pas le sentiment que les pressions locales étaient
Si fortes que ça Non, je recommence ma phrase. Ou elles sont toujours aussi fortes aujourd'hui? Je pense qu'elles existaient, elles existent toujours. Ouais, hein. Ouais. Ce que j'ai trouvé comme de positif dans la création des ARH puis des ARS, et je reste persuadé que c'est positif, c'est qu'on a élargi le spectre, non pas au département, mais à la région. Or, de plus en plus, les patients passent les frontières départementales, la logique des professions de santé, ce qu'on évoquait sur les déserts médicaux, ça a du sens de le faire au niveau des régions. Ce qui n'a pas été, à mon avis, coupé avec les ARS, c'est le fil conducteur avec l'administration centrale et le flot permanent d'instructions que reçoivent les ARS. S'en plaignent toutes, hein, c'est pas Bernard Dupont qui le dit, c'est un peu tout le monde. L'administration centrale sur les sujets les plus variés, avec une marge de manœuvre extrêmement faible. Alors là, après, on peut penser qu'il y a des directeurs d'ARS qui réagissent différemment que d'autres directeurs d'ARS. Bon, je ne vais pas personnaliser le débat. Ce que je constate, c'est qu'aussi, dans nos interlocuteurs, on a assez peu de professionnels de l'ARS qui connaissent ce que c'est que l'hôpital de l'intérieur. Et que du coup, il peut y avoir un décalage entre les préconisations et puis les réalités de terrain qui ne s'y prêtent pas. Et deuxième difficulté que vous évoquez, c'est effectivement le recours au cabinet conseil. Le recours au cabinet conseil a été... Le recours systématique, systématique au cabinet conseil, à la fois pour éviter de prendre soi-même la décision, c'est le cabinet conseil qui donne l'avis. C'est une façon de se déresponsabiliser. Oui, et je dis très simplement, ça peut arriver à un directeur d'hôpital de faire la même démarche en interne. Solliciter un cabinet de conseil pour une décision qu'on connaît un peu, mais ça évite d'avoir un affrontement avec l'interlocuteur. Donc, tout le monde connaît ce système, les ARS n'y échappent pas, et les directeurs d'hôpitaux ont le même travers. Une approche de management très politique, là. Moi, je considère, comme dans mon métier de directeur d'hôpital, que être responsable, c'est aussi des fois avoir le courage de prendre une décision, même quand elle n'est pas populaire. Mais d'essayer avant de prendre des décisions, d'être à l'écoute maximum de l'ensemble des professionnels. Ce que les cabinets de conseil ne savent pas faire, parce que c'est par définition des gens qui sont irresponsables. Le cabinet de conseil n'a de compte à rendre à personne, il rend un rapport, et après il passe à un autre client, éventuellement pour faire le contraire de ce qu'il a fait la veille. Le cabinet de conseil, c'est vraiment quelque chose. Et puis, on a des interlocuteurs qui sont... Si je vous comprends bien, vous êtes très dur sur les cabinets de conseil, vous avez eu à souffrir des cabinets de conseil. Oui, je pense que l'équipe de direction du Sud Nancy a été harcelée au sens quasi pénal, par ces interlocuteurs qui ont été, comme pour beaucoup, des cabinets de conseil. Donc, je pense que vraiment, c'est un vrai sujet. Et je vois que ces cabinets de conseil, non pas Séville qu'à Nancy, les mêmes équipes, on les a connues à Tours, à Strasbourg, etc., avec des noms qui sont et qui vous ont conduit à commettre un certain nombre d'erreurs ou d'ajustements que vous ne souhaitiez pas. Le cabinet de conseil, il fonctionne de la façon suivante. Il développe avec le ministère de la Santé une politique nationale. J'ai lu dans la presse, parce que je ne fréquente pas plus que ça les cabinets de conseil, mais j'ai lu dans la presse qu'en général, il faisait cette prestation-là pour pas très cher. Et ensuite, il prend des marchés sur le terrain pour mettre en œuvre la politique qu'il a développée au niveau national. Et là, il se fait payer. Alors, je sais pas les chiffres en tête, c'est pas moi qui dupliquer, mais sans considération locale. Et comme la politique nationale, elle a quand même été essentiellement une politique budgétaire, on revient sur ce que vous évoquiez sur la T2A, et ce que je disais, le taux de marge brute. Donc après, on tord le truc de façon à ce qu'on rentre dans les arcanes définies au niveau national. Et sans état d'âme, parce que de toute façon, c'est des gens qui n'auront pas à assumer leurs préconisations. C'est pas eux qui vont voir les équipes médicales, c'est pas eux qui ont assuré. Ils préconisent. Et je trouve que ça, c'est complètement déresponsabilisant. Alors, je n'ai pas d'avis sur les cabinets de conseil en général. Ça peut être utile sur des trucs ponctuels, mais je trouve qu'il faut laisser les cabinets de conseil où ils sont, c'est-à-dire sur les aspects techniques. Sur les aspects stratégiques, politiques, dans une démocratie, il y a des élus qui sont élus par définition. Donc c'est eux, les parlementaires, les élus locaux. Je trouve qu'ils ont une légitimité que n'ont pas les cabinets de conseil et que n'ont pas forcément les fonctionnaires. C'est pour ça que moi, dans les réformes successives, il y a eu une tentation, plus qu'une tentation, il y a eu la mise de côté progressive de tous les élus. Donc justement, sur ce qui avait défrayé la chronique pendant quelques années, les fameux COPERMO, comité de modernisation, est-ce que c'est le poids des cabinets de conseil qui fait que ça a patiné ou qu'il y a eu certaines conclusions qui pouvaient paraître quand même assez étranges? Lorsque les ARS ont été mises en place, au niveau national, elles ont été mises en place avec le soutien d'un cabinet de conseil qui s'appelle Capgemini. Capgemini et d'autres, pas que Capgemini. Un très gros cabinet de conseil français. Là. Oui, c'est une boîte importante. On les a, à l'origine, d'ailleurs, plutôt dans le conseil sur les systèmes d'information. Là où on est dans la technique, ils sont dans leur rôle.
De là à définir une stratégie, définir une politique, là je trouve que ça pose un problème de démocratie. Il y a des élus qui sont élus par le peuple, comme dirait c'est l'actualité. C'est à eux d'assumer une politique. C'est pas au cabinet de conseil. Et donc dans le Copermo, dans toute une série d'instances, et je peux penser que c'est vrai aussi dans d'autres secteurs. J'ai entendu que d'autres branches d'activité ne sont pas épargnées. On retrouve ces cabinets de conseil qui sont en plus souvent constitués de personnes avec peu d'expérience. Donc justement, sur le Copermo, il y a eu, là, ces dernières années, il y a eu 2 Copermo quasiment coup sur coup. Il y en a un qui a évolué. C'est les miracles de la politique, là, finalement, a réussi à assouplir un certain nombre d'objectifs, ce qui était rigoureusement impossible 15 mois avant. La crise Covid a quelque part remis quelques pendules à l'heure. Oui. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, alors je fais attention parce qu'on est dans une période de réserve quand même, mais on a un ministre de la Santé pour qui l'intérieur de l'hôpital, et de l'hôpital normal, je suis de Grenoble pour ce qui le concerne, n'était absolument pas une découverte. Il avait par ailleurs un parcours de syndicaliste médical. Bon. Et je pense que dans son appréciation de la façon dont les choses devaient être menées, cette expérience a forcément joué. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'exprime. Et je pense que ça a permis de relativiser. Et puis aussi, tout simplement, on s'est rendu compte avec la crise Covid que les cabinets de conseil, mais aussi quelque part les technostructures, parce que les cabinets de conseil, ils ne sont pas arrivés là par hasard, nous avaient quelque part conduit dans une impasse. Donc aujourd'hui, pour parler un peu de l'avenir du CHU, dans quel état vous laissez le CHRU de Nancy ? Et est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots quels sont les objectifs qui ont été mis sur la table, les projets là, qui ont été actés là. Oui. Bon, le CHU de Nancy en 2013, c'est un CHU dont le déficit réel était de l'ordre de 54 millions d'euros, sur un budget qui à l'époque était de 750. On finit l'année 2021, avec un excédent de 6 millions d'euros. Donc c'est le fruit du travail de l'ensemble du CHU, pas que du directeur général ou de l'équipe de direction, même si on y a contribué bien évidemment. Mais c'est aussi le fruit d'un travail avec la communauté médicale et des représentants du personnel aussi, j'insiste là-dessus. Vous avez un personnage que vous avez tous beaucoup vu sur les écrans ou sur les journaux ou les radios ces temps derniers, qui est le professeur Rabot, Christian Rabot, qui est le président de la commission médicale d'établissement, qui sait entraîner la communauté médicale sur des changements parfois pas si simples que ça pour eux. Vous avez aussi, au niveau des représentants du personnel, que ce soit l'organisation syndicale majoritaire CDT ou d'autres organisations syndicales, la conscience en 2013 que ça ne pouvait plus durer comme ça, qu'il fallait faire évoluer le CHU dans son organisation, dans ses modes de fonctionnement. C'est ce qui a permis de mettre en place le plan de refondation. Et dans le plan de refondation, il y a un élément fort qui très vite est apparu, c'est la nécessité de reconstruire physiquement, donc de l'immobilier cette fois-ci, sur un seul site. C'est donc le projet qui est maintenant en cours, qui est le projet du schéma directeur immobilier sur le site de Brabois, qui a commencé. Et qui va mettre combien d'années pour se concrétiser? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, là. Il faut une dizaine d'années. C'est un chantier énorme. C'est un des plus gros chantiers probablement que connaît la Lorraine. Tout en maintenant une antenne au centre-ville, là, il faut le rappeler, parce qu'il y avait des inquiétudes qui s'étaient fait jour. Ça, c'est un élément, vous avez complètement raison, c'est un élément important. L'expression qui a été utilisée par l'inspection générale, par l'IGAS, était de dire, mettez le cœur de réacteur à Brabois, maintenez du centre-ville. C'est vraiment pile poil notre projet médical et soignant. L'IGAS étant l'inspection générale des affaires sociales. Et on a été comme beaucoup suivi par l'IGAS, et ça a été comme très positif. C'est l'activité lourde, l'hospitalisation complète sur le site de Brabois et sur le centre-ville, un accès de proximité, éventuellement avec des consultations non programmées, de l'imagerie, des consultations de spécialité aussi, de façon à ce que l'accessibilité soit plus simple. Quand on discute avec les représentants des patients, on est très, très en lien avec les représentants des patients. Ils nous disent, dans l'image de la région, de la population, quand on va à Brabois, c'est que c'est sérieux et que c'est grave. Ça ne nous rassure pas. Quand on va en centre-ville, on a l'impression un peu d'aller au dispensaire de quartier. Alors, c'est pas tout à fait vrai dans la vraie vie, mais ça donne une image. Donc un nouveau CHU, on va dire, à horizon de 10 ans. Peut-être une question sur l'actualité aujourd'hui. Il y a des médecins libéraux là, qui se sont mis en grève, je pense à SOS Médecins. Il y a des relations parfois difficiles entre le CHU et la médecine de ville. On entend parfois les médecins de ville dire le CHU coûte trop cher. Côté du CHU, on dit oui, il n'y a plus tellement de gardes et c'est les urgences
qui assure une mission qui n'est pas la leur. Qu'est-ce que vous... Alors, deux choses. Comment vous voyez les choses? Les relations entre les médecins de ville et les hôpitaux publics en général, d'ailleurs, mais les CHU en particulier, c'est que les CHU sont des très grosses machines et sur lesquelles ils ont parfois du mal à identifier quel est leur interlocuteur pour un malade donné. Et ça, c'est compliqué pour eux et c'est pas si simple que ça de répondre à leur demande, même si elle est légitime. Donc la perception qu'ils ont du CHU et des moyens du CHU, parfois un peu, comment dire, surfaite, mais bon, les relations à Nancy, en tout cas, avec la médecine libérale, elle n'est pas mauvaise. Il y a ce qu'on appelle les CPTS, les communautés de proximité de médecins libéraux. On travaille bien avec eux. Enfin, c'est des gens. Bon. Après, il y a toujours des histoires de chasse. Mais sur l'aspect des urgences et de la médecine libérale, les médecins libéraux, comme le reste de la population, sont maintenant beaucoup plus attentifs à leur qualité de vie qu'ils ne l'étaient auparavant. Les médecins qui commencent leur journée à 6h et qui finissent à 21h, voire même au-delà, et qui vont au domicile, c'est quand même quelque chose qui est maintenant devenu rare, parce que tout simplement, les médecins ne le souhaitent plus. Et ça, on peut le comprendre. J'ai pas de remarque particulière. Une des conséquences, c'est que pour le citoyen moyen, l'accès aux médecins de ville est compliqué, et que donc ils vont aux urgences. Et que les urgences ne sont pas forcément dimensionnées, ni organisées, pour des gens qui ne sont pas vraiment des urgences, mais qui ont tout simplement besoin d'un médecin. Est-ce que ça changera forcément un jour, alors qu'on commence à connaître, y compris en ville, des déserts médicaux dans certains quartiers. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a travaillé avec la médecine de ville pour une maison médicale de garde qui est située sur le site de l'hôpital central, et que c'est quelque chose que nous voulons développer. Un mot sur les déserts médicaux, avant qu'on passe à d'autres questions. Est-ce que la formule, ce serait pas finalement d'obliger les jeunes médecins à s'installer dans les déserts médicaux pendant un certain nombre d'années, ou ça vous paraît une formule trop brutale et pas efficace? Quelle est la bonne formule? Parce que franchement, c'est préférable d'être victime d'un AVC, j'allais dire à Nancy ou à Vendeuvre, que si on habite Badonvillers. Ça, c'est clair. Alors, je dirais que pour la grande urgence, le risque n'est pas forcément celui que je mettrais en avant. Parce que finalement, entre les SMUR, vous avez, on ramasse les malades, les décès ou les malades, comme on dit, plutôt facilement. Par contre, pour tout ce qui est pathologie chronique, et elles sont de plus en plus nombreuses pour le suivi quotidien, la question de la proximité se pose. Alors, la question que vous me posez, c'est l'obligation de s'installer à un endroit plutôt qu'à un autre. Bon, alors c'est un débat qui gonfle, qui pour le coup est rentré dans la campagne électorale, et pour lesquels les solutions sont pas si simples que ça. Par contre, moi, je dirais, il faut que le médecin à qui on demande d'aller s'installer ailleurs que dans une grande ville, on ait une contrepartie. Ça peut être aussi par l'installation de médecins avec des temps partagés. Ça renvoie à ce qu'on se disait tout à l'heure sur les groupements hospitaliers de territoire. Ça peut aussi amener à un changement. Aujourd'hui, les médecins sont libéraux. Ça reste un élément fort. Mais on voit bien que dans les jeunes générations, la question du salariat est de plus en plus posée. La question du travail en groupe. Du travail en proximité, mais aussi sur un centre de recours. Donc je pense qu'il faut expérimenter tout. Je crois assez peu à l'obligation. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. On va passer maintenant au dernier chapitre de l'émission. C'est le questionnaire de Proust, revisité, notamment revisité par mes soins. J'ai déjà vous demandé votre couleur préférée. Ma couleur préférée, je dirais le vert. Votre mot préféré? Mon mot préféré, ensemble. Celui que vous détestez le plus, le mot que vous détestez le plus? Corporatisme. Votre passe-temps préféré quand vous disposez encore d'un peu de loisir Écoutez, je suis motard et j'aime bien rouler. Le métier que vous auriez eu envie de faire si vous n'aviez pas... Conducteur de locomotive. Votre qualité principale? La résilience. Votre plus gros défaut? Je peux m'emporter. Votre personnage de référence, personnage historique ou actuel? Est-ce que vous avez une personnalité qui vous a particulièrement marqué? Écoutez, vous avez dit que j'avais été chef de cabinet de Paulette Guinchard-Kunstler, qui est une personnalité du Grand Est d'ailleurs. Oui, elle était de Besançon. De Besançon. Ouais. On a été tous les deux. Elle était infirmière comme moi. C'est une très belle personne. Oui, vraiment une très très belle personne qui est décédée il y a un peu plus d'un an, qui a mis fin à ses jours. Très belle personne. Oui, parce qu'elle était gravement malade. Oui, gravement malade. Elle a fait un séjour en Suisse. En Suisse, tout à fait. Assisté. Votre devise?
Persévérer. Votre rêve de bonheur? Mon rêve de bonheur, pouvoir me reposer avec ma famille. Et puis, dernière question, ce que vous n'avez jamais osé dire publiquement? Ce que j'ai jamais osé dire publiquement. Je rêve d'un monde où les uns et les autres soient attentifs et sensibles à leurs semblables. Bernard Dupont, merci pour cet entretien quasiment 55 minutes. Nous terminons avec une chanson, un petit clin d'œil, qui est Petite infirmière de Pierre Perret. RCN, www.rcn-radio.org